Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Isère Mag, l'émission qui vous présente en images et en son l'actualité de votre département, les dernières nouvelles de l'Isère. Nous avons choisi pour ce numéro de prendre nos quartiers d'été à la Côte-Saint-André qui accueille fin août, comme chaque année, le festival Berlioz consacré à l'enfant du pays, le compositeur romantique. On y reviendra dans quelques minutes avec Bruno Messina, le directeur du festival. Avant cela, il va être question du budget 2025 avec le vice-président du département que je suis allée rencontrer à l'hôtel du département. Julien Paula nous dit tout juste après le sommaire pour tous les autres sujets de ce mag. Situé à Grenoble, l'hôtel du département, qui abrite différents services, les bureaux des élus et l'hémicycle, a bénéficié de vastes travaux de rénovation thermique. À l'arrivée, une réduction de la consommation énergétique de 45%. Parmi les nombreux événements cyclistes de l'été en Isère, le Tour de France dans le sud grenoblois le 24 juillet. Vif a été désigné ville de départ de la 18e étape, l'une des plus belles, en direction de Courchevel. Un mois avant l'épreuve, le tracé de la ligne de départ a déjà donné lieu à une belle fête. 280 animations vous attendent tout l'été dans une cinquantaine d'espaces naturels sensibles du département. Pour toutes les activités outdoor, l'Isère relance aussi cette saison la campagne Profite, partage, respecte. Bonjour Julien Paula. Bonjour Marie-Caroline. Vous êtes vice-président du département en charge des finances. Merci de nous accueillir dans cet hémicycle où sont prises les grandes décisions du département, la plupart en tout cas. Et au commencement de tout, ou presque, le budget. Ce budget 2025, ce n'est pas une mince affaire. C'est d'ailleurs l'un des budgets les plus importants pour un département en France. Bah oui, parce que le budget du département, c'est 1,7 milliard d'euros en consolidé. Ça fait de nous l'un des plus gros budgets des départements de France. De toute façon, le département de l'Isère est un département important. Ça fait partie des départements dits millionnaires, au sens où on a plus d'1 million d'habitants qui habitent en Isère. Puis c'est un département avec beaucoup d'enjeux, donc effectivement, c'est un gros budget. Cette année, ce budget est en hausse, légère ? Il est en hausse, bien malheureusement, j'ai envie de dire, puisqu'en fait, on fait face à une forte poussée de nos dépenses, de l'ordre de 4%. Donc vous reportez ça à l'ampleur générale du budget, vous voyez que ça se compte vite en dizaines de millions d'euros. Donc effectivement, c'est un budget qui a été difficile à construire sur le poids de l'augmentation des dépenses. Oui, il a été particulièrement compliqué à élaborer. D'ailleurs, il a été voté en mars, habituellement c'est en décembre. Est-ce qu'on peut dire que c'est un budget sous contrainte ? On peut le dire, c'est la moindre des formules pour le qualifier, puisque le projet de loi de finances de l'État ayant été voté beaucoup plus tardivement qu'à l'habitude, nous on était très dépendants de ce que l'État nous réservait comme sort pour construire notre budget. Donc c'est effectivement pour ça qu'on a différé son adoption à mars au lieu de décembre comme à l'accoutumée. On fait l'objet à la fois de recettes dont on nous avait garanti dans un passé récent qu'elles seraient dynamiques et qu'elles évolueraient de manière croissante parce qu'elles se substituaient notamment à la taxe d'habitation disparue ou alors au département qui percevait encore la taxe foncière, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est des recettes qui ont été gelées cette année. Donc par exemple, sans vouloir m'appesantir sur des éléments trop techniques, mais le gel de la fraction de TVA, ça se traduit pour le département par un manque à gagner de 22 millions d'euros. Donc vous voyez que c'est considérable. On fait l'objet de la hausse des cotisations retraite des agents de la fonction publique territoriale. C'est plus 3,5 millions de dépenses imposé, qu'on ne peut pas discuter. On est déjà à plus de 25, vous avez bien compris la dynamique, et on est à plus de 40 millions d'euros au cours des 3 dernières années de dépenses comme ça obligatoires sur décision de l'État, qu'il se soit agi de la hausse des salaires liés au dispositif Ségur pour les personnels médicaux, médico-sociaux, Ségur de la santé, de la hausse du SMIC, de la hausse de la valeur du point d'indice de la fonction publique territoriale. Donc en fait, on fait beaucoup l'objet de croissance de nos dépenses, plus des phénomènes très structurels de société. Le département est la collectivité des solidarités et on a une poussée très forte de nos dépenses pour ce qui concerne les personnes âgées, parce que la population vieillit, pour les personnes handicapées, parce qu'il y a de plus en plus de reconnaissance de handicap, pour la protection de l'enfance et pour l'insertion. On a des croissances importantes, donc ça nous met vraiment en très forte tension. Cette année, vous avez même dû recourir à l'emprunt. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de surendettement pour le département ?
Alors, recourir à l'emprunt, c'est le lot commun de la plupart des collectivités. Le fait d'avoir pu voter des budgets sans recourir à l'emprunt, ça nous plaçait dans une situation très singulièrement favorable. Donc on rentre cette année par l'effet des contraintes qu'on a évoquées, dans la nécessité d'emprunter effectivement. Mais le département a encore une situation qui est très saine. Malgré l'emprunt qu'on contracte cette année, on est toujours en capacité de se désendetter en moins de 3 ans. Et ce faisant, on est vraiment dans le top 3 des départements les moins exposés à un problème de dette. Vous parliez des aides sociales. Elles constituent la majorité du financement que alloue le département. Et oui, les dépenses à caractère social, donc protection de l'enfance, personnes handicapées, personnes âgées et insertion, c'est de l'ordre de 60% de nos dépenses de fonctionnement. Ça fait donc de l'ordre de 750 millions d'euros. C'est absolument considérable, mais c'est ce qui fait la particularité du département, c'est la collectivité des solidarités, celle qui est le plus en relation avec les personnes qui ont besoin d'être accompagnées et aidées. Et c'est aussi ce qui fait le cœur de nos missions et la raison aussi pour laquelle on aime cette mission de proximité avec les habitants. Et cette année, malgré les difficultés conjoncturelles, vous augmentez, vous n'augmentez pas, mais vous maintenez, et c'est déjà pas mal, tous ne le font pas, les montants alloués à la culture ou à l'éducation. Oui, on a fait des choix stratégiques en disant il y a des choses qu'on ne veut pas sacrifier. La culture, il y a une dimension qui est symbolique dans la culture. La culture, c'est finalement le patrimoine de tous ceux qui n'en ont pas. C'est ce qui crée du lien dans des périodes où on a tendance contrairement à fragmenter la société, à trouver des lignes de clivage. On sanctuarise l'agriculture parce qu'on n'a pas oublié, contrairement à d'autres, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les agriculteurs exprimaient leurs souffrances et que ce n'est pas parce qu'on les entend moins que les souffrances ont disparu et que ça fait partie aussi du patrimoine identitaire du département que de soutenir les agriculteurs. L'éducation, parce que la préparation de l'avenir, c'est d'assurer à nos enfants la possibilité de devenir des citoyens éclairés, autonomes, épanouis. Et d'une manière générale, on a évité des coups de rabot qui seraient douloureux, même si on fait preuve de prudence. On a décidé un moratoire pour tout ce qui concerne l'adoption de nouveaux projets. Donc on poursuit toutes les actions que nous avions engagées sans renoncer à aucune, mais on se garde bien par souci d'observer la situation en 2025, de ne pas se lancer dans des nouveaux projets. Et puis on est prudent au quotidien pour éviter évidemment les dépenses inutiles. Vous avez aussi décidé de constituer un fonds de réserve. De quoi s'agit-il ? Le fonds de réserve, c'est ce qui va nous permettre de faire face à d'éventuels imprévus, parce qu'on sait que des imprévus, malheureusement, il y en arrive tout le temps. Le département a un patrimoine routier, par exemple, qui est extrêmement développé, et en l'espace de quelques années, on a été victime des problèmes sur le pont de Brignoud, de l'effondrement de la carrière de la rivière, on avait connu l'effondrement de la Bérarde, évidemment, le tunnel du Chambon au début du précédent mandat. On sait qu'on a des dérèglements climatiques qui nous exposent à des aléas de plus en plus nombreux. Il faut qu'on soit en capacité d'y faire face, et donc c'est la raison pour laquelle on fonctionne à titre de manière prudente. Vous travaillez déjà sur le budget 2026 ? Oui, vous savez, on adopte un budget pour l'année qui commence, qu'on engage d'ores et déjà le travail de préparation du budget d'après, à l'appui évidemment de l'expertise de nos services qui est très pointue. Et puis on attend avec un peu d'anxiété ce que le gouvernement nous réserve. On l'attend tous. Merci Julien. Merci Marie-Caroline. Alors évidemment, vous n'allez pas me contredire, maîtriser son budget, c'est bien aussi maîtriser ses dépenses. Et c'est pour cela que l'hôtel du département vient de bénéficier de vastes travaux de rénovation qui vont permettre de maîtriser les dépenses, mais également, et c'est tout aussi important, de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre, de les réduire de façon significative. On va visiter ce nouveau bâtiment avec le reportage de Gaëtan Loiseau. Depuis 2016, le département de l'Isère œuvre pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. C'est dans ce cadre qu'il a entrepris des travaux de rénovation thermique sur son parc immobilier. Donc on gère 1 million de mètres carrés de bâtiments qui sont des bâtiments publics, que ce soit les collèges, les musées départementaux, les centres sociaux, les centres d'entretien routier. Bref, on a entamé une très très importante mutation de ces bâtiments pour aller vers moins de consommation, plus d'économie d'énergie. Et l'hôtel du département rue Fantin-la-Tour à Grenoble est la vitrine de cette volonté de rénovation. Le bâtiment, datant de 1989, était une véritable passoire thermique. Le département a donc débuté la conception de ces rénovations en 2018 pour un début de chantier en 2020 avec quelques imprévus. Il y a bien sûr eu la crise Covid, la guerre en Ukraine, la difficulté d'approvisionnement des matériaux, mais nous avons su, malgré tout cela, maîtriser le budget. La totalité des travaux s'élève à 15 millions hors taxes, en comprenant les investissements pour le parvis et le rez-de-chaussée. Un projet colossal car il aura fallu 110 tonnes d'isolant
6000 m² de plaques fixées sur l'ensemble du bâtiment dont seuls 44 sont identiques. Le tout permettant une économie d'énergie de 45% et bien sûr un gain de confort. Le bâtiment, il fait bon y travailler, qu'on soit en été ou en hiver. Donc franchement, on est très satisfait de cette réalisation qui nous a permis aussi de sécuriser l'espace. Propriétaire de plus d'1 million de mètres carrés, le département souhaite diviser par 2 l'empreinte environnementale de ses bâtiments en 10 ans. Et depuis quelques années aussi, le Tour de France tente de réduire son empreinte carbone avec par exemple une plateforme de covoiturage pour les spectateurs ou encore la réduction de déchets avec la baisse de 40% des goodies distribués par la caravane. Et la preuve, ce sera le 24 juillet à Vif, au sud de l'agglomération grenobloise, qui sera ville de départ. Direction Loisan, puis la Savoie. Un mois avant l'épreuve, tout le monde ou presque était déjà sur la ligne de départ. Voyez le reportage d'Alexandre Martinez. Jour historique pour Vif, la commune de 8500 habitants accueillera pour la première fois une étape du mythique Tour de France. La ligne de départ est tracée. On a passé une très belle journée avec un grand soleil et c'est déjà le parfum du Tour de France que l'on sent ici. Entre 15 et 20 000 personnes sont attendues au départ. La population de la ville va donc doubler pour cette fête populaire. Le rêve devient enfin réalité. Le joie immense, c'est quelque chose d'inespéré pour moi même. C'était jamais, j'ai toujours pensé d'avoir dans sa ville un départ Tour de France, mais on y pense parce que pourquoi pas. Mais l'avoir, c'est inespéré. 190 pays vont voir Vif. Donc c'est une vue internationale, inestimable. Donc j'espère que tous ces gens-là, un jour passeront par Vif, viendront visiter le musée Champollion, viendront prendre un verre dans un bar et visiteront Vif, parce que c'est ça aussi. Plus que Vif, c'est l'Isère qui sera le centre du monde. Au total, 12 communes iséroises seront traversées par le peloton. C'est l'étape de montagne la plus sélective du prochain Tour de France, de Vif jusqu'à Courchevel. Par-delà les cols du Glandon, de la Madeleine et le récent mais terrible col de la Lose au-dessus de Courchevel. 171 km, plus de 5400 mètres de dénivelé. La 18e étape sera la plus relevée du Tour. Pour le régional et ancien champion Bernard Thévenet, les favoris sont clairs. Pour cette étape, oui, ça sera un grimpeur. Il y a quelques années, là, Pogačar et Vingegaard s'étaient quand même tiré une bonne bourre. Je pense que cette année, ça sera la même chose. Il y aura un grand combat entre les deux. Ça sera un très très bon coureur qui va l'emporter, ça c'est certain. Et si les champions ne sont pas encore arrivés dans l'Hexagone, quelques jeunes cyclistes ont eu la chance de prendre le départ. Le jour J, ils courront également les 30 premiers et derniers kilomètres de l'étape, presque dans la peau des professionnels. Alors ça donne envie, ça fait rêver. Nous on aimerait bien être comme ça plus tard. Du coup, ouais, ça met un peu des étoiles dans les yeux et on aimerait bien être là plus tard. Tout est fin prêt à Vif, alors comme Dylan, montez dans le train du Tour de France. Attention au départ. Bon voyage sur nos lignes. Mais le reste du territoire ne sera pas en reste. La petite reine va régner sur l'Isère avec cet été les championnats de France cyclistes de l'avenir du 6 au 10 août à la Tour du Pin et dans les valses du Dauphiné. 5 jours de course en ligne et de contre-la-montre où les espoirs du cyclisme français des catégories U15 à U23 s'affronteront pour l'un des 13 maillots tricolores en jeu. Le département est partenaire. Et puis l'arrivée de la 4e étape de la Vuelta à Voiron le 26 août prochain sur l'avenue Jules Rava, la seule étape française de ce Tour d'Espagne pour les coureurs qui, venus d'Italie, iront ensuite prendre l'avion à l'aéroport Saint-Étienne de Saint-Joire, direction justement l'Espagne. 3000 grimpeurs à pied vont traverser le massif de Beldon du 22 au 24 août. C'est le trail de l'échappée belle. En marge de l'événement, l'échappée étoilée propose le 22 août à partir de 18h30 une course non chronométrée de 10 ou 20 km entre le foyer du Barriose et les crêtes du Grand Rocher avec à l'arrivée au Cré du Poulet un grand concert. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 15 août.
Et justement, nous sommes de plus en plus nombreux à profiter de ce terrain de jeu qu'est la montagne, un espace de beauté qui doit le rester. Pour toutes les activités outdoor, le département déploie, comme chaque été, le hashtag Profite, Partage, Respecte. Une campagne sur les réseaux sociaux, dans les offices de tourisme et dans la presse. Une invitation à s'informer sur les activités pastorales pour respecter la propriété, la faune, la flore ou la fragilité d'un lac d'altitude. Non, on ne va pas piquer une tête après une rando. Plusieurs fédérations sportives et des groupements sont partenaires. Il existe d'ailleurs un kit qui est mis à disposition de ces structures sur le site internet iseroutdoor.fr à la rubrique Profite, Partage, Respecte. De bonnes pratiques également à adopter si vous allez vous promener dans les ENS. Le département compte 150 espaces naturels sensibles et renouvelle cette année encore les rendez-vous nature. Près de 280 événements sont organisés pour découvrir ces sites remarquables et protégés en compagnie de l'un des 15 animateurs nature du département qui vous feront partager leurs connaissances comme ils l'ont fait avec Gaëtan Loiseau. C'est le retour des rendez-vous nature en Isère, l'occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir les espaces naturels et sensibles du département. Et pour cela, ce sont 16 animateurs qui, tout l'été, animeront 280 sorties gratuites. Ça peut être traces indices de la faune sauvage, arbres et herbes folles, plantes comestibles. On peut également trouver des escapades sportives avec du vélo, de la rando, du yoga. On peut également trouver des animations plutôt pour les tout-petits, avec des 0-3 ans ou les 3-6 ans. Auxquelles s'ajoutent des animations artistiques avec des troupes de théâtre, mais aussi manuelles, avec notamment de la vannerie ou encore de la teinture végétale. L'objectif derrière cette campagne est de sensibiliser le public à ce qu'est un espace naturel et sensible. C'est un espace protégé avec une certaine réglementation. Et il y a le service patrimoine naturel, avec des gestionnaires, des gardes, en tout cas toute une équipe support qui va permettre à ces espaces de mettre en place un plan de gestion. Du coup, il y a beaucoup de restauration des milieux. C'est faire en sorte de réaccueillir la biodiversité sur ces sites. On compte 146 ENS en Isère qui regroupent différentes caractéristiques. Le plus souvent, ce sont des zones humides, mais on retrouve aussi des grottes, pelouses sèches ou encore falaises. L'objectif derrière ces événements est clair. Moi, j'ai absolument la conviction que quand on a partagé une connaissance, qu'on s'est imprégné d'un milieu naturel, eh bien, on a la possibilité d'être conscient des enjeux, de la nécessité d'être vigilant, être attentif. Car les ENS permettent aussi de protéger la nature. Sur ces espaces, on retrouve 383 espèces animales et végétales menacées de disparition et 494 espèces appelant à une surveillance particulière. L'ENS permet de mieux les préserver. C'est pour cela que le département souhaite ouvrir au plus grand nombre ces moments d'échange et de sensibilisation. Et nous, on intervient auprès de plein de publics de ces structures sociales. Ça peut être des personnes en EHPAD, ça peut être des personnes qui sont en précarité sociale, ça peut être des personnes qui sont en parcours de migration. Pour plus d'informations sur ces événements, rendez-vous sur le site du département. Les rendez-vous nature se poursuivent jusqu'au 5 octobre. L'Isère Nature, mais aussi l'Isère Culture. Du 21 au 31 août, la Côte Saint-André va vibrer au rythme des œuvres d'Hector Berlioz, mais pas que, à l'occasion du festival Berlioz. Et pour en parler, j'ai rejoint Bruno Messina. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général et artistique de ce festival. Nous sommes ici devant le château Louis XI, qui accueille quelques-uns des concerts les plus prestigieux du festival. Avant de parler de l'édition cette année, on peut peut-être dire deux mots. Ce château a été racheté par le département très récemment, il y a quelques mois. Le château a été racheté à la ville, c'est un endroit magnifique mais qui va nécessiter quelques travaux et puis dans quelques mois, quelques années, l'idée c'est d'en faire un centre culturel européen de rencontres. J'imagine que ça vous fait plaisir. Ah bah bien sûr, ça nous fait plaisir. Je pense même qu'on est un peu lié à cette histoire et que le développement du festival y est pour beaucoup parce qu'aujourd'hui,
on a ce festival qui est européen et parfois même au-delà. Des gens viennent du monde entier et il y avait besoin d'un site que l'on peut utiliser à l'année. Il y a aussi d'autres opérations pour les enfants, par exemple, que nous portons. Voilà, donc c'est une chose magnifique et je pense que c'est quelque chose dont tout le monde ici est heureux parce qu'il permet de concilier à la fois le patrimoine et le spectacle vivant. Alors, on parle souvent de Berlioz comme d'une grande figure du romantisme. Le thème du festival cette année, c'est d'ailleurs « À la vie, à la mort ». À la vie, à la mort, oui, parce que les romantiques, vous savez, c'est pas une chose toute douce, hein, le romantisme, c'est pas les petits cœurs de la Saint-Valentin. Ce sont des gens qui, tout au long de leur vie, sont absolument tourmentés. Et Berlioz en est un symbole extraordinaire. Alors très amoureux, souvent, se fâchant aussi beaucoup, détruisant ce qu'il a construit. Enfin, voilà, un vrai romantique. Et depuis sa naissance dans ce village ici à la Côte-Saint-André, il a eu quasiment le même paysage, hein, Berlioz, et jusqu'à Paris, jusqu'à Londres, jusqu'à Saint-Pétersbourg, c'est quelqu'un qui a emmené cette envie de bouleverser l'histoire de la musique. Et véritablement, il y a un avant et un après Berlioz. Il a inventé le concept de festival. Il n'y a pas de festival de Cannes, il n'y a pas de festival de... Voilà, nulle part, sans que Berlioz ait inventé ce concept. Il a créé l'orchestre moderne. Vous savez, le son hollywoodien qu'on entend, voilà, dans les grands films, avec ses grands orchestres, avec ses cuivres, c'est Berlioz qui le permet. Il est le père de l'école russe de musique. Peu de gens le savent, mais c'est Berlioz qui est allé en Russie et qui a donné les éléments. Il a inventé plein de choses qui font encore aujourd'hui l'actualité presque de la musique. Notamment, par exemple, des concerts dans des stades ou l'équivalent à l'époque en quadriphonie, c'est-à-dire que par le Requiem qu'on va faire cette année au Festival Berlioz, ce Requiem, il veut tellement saisir le public qu'à une époque où évidemment il n'y a pas la sonorisation comme aujourd'hui, il place des fanfares tout autour du public pour le baigner comme ça dans le son. Il a écrit des concerts pour 1000 interprètes et pour ça il a utilisé par exemple l'électricité. C'est un des premiers à utiliser, c'est même le premier à utiliser l'électricité en musique avec une sorte de métronome géant qui est l'équivalent rudimentaire mais de ce qu'ont les DJ aujourd'hui sur l'oreille. Donc c'est absolument étonnant à quel point il est d'une grande modernité, ce Berlioz, et quelquefois on regrette presque qu'il ait été si bien compris de Londres à Moscou et qu'il y ait fallu tant de temps dans son propre village pour être connu et reconnu à sa hauteur, mais aujourd'hui on y est et on en est très heureux. Alors on l'aura compris, vous êtes véritablement un passionné d'Hector Berlioz. Alors Berlioz, il était moderne avant l'heure, mais là on va quand même retrouver quelques points de repère, quelques classiques dans ce festival, des gens qui ont l'habitude de venir. Alors des gens qui ont l'habitude de venir, il y a Renaud Capuçon par exemple qui est un compagnon de route depuis très longtemps. Vous savez, les Savoyards, Renaud, donc il a été dans ce festival dès qu'il a commencé à être soliste. Et c'est vrai qu'on l'accompagne aujourd'hui dans son travail de chef d'orchestre parce que Renaud Capuçon est en train de devenir un grand chef d'orchestre comme il est un grand violoniste. Et donc il est chez nous à la baguette et au violon. Et donc on a cette chance-là. Après, il y a des artistes comme Jérémy Rorer avec... le Cercle de l'Harmonie qui sera à Saint-Antoine-l'Abbaye pour le Requiem de Mozart. C'est aussi quelqu'un qui est un fidèle du festival. On a le jeune orchestre européen Hector Berlioz qui est notre orchestre. Oui, il y a beaucoup de jeunes orchestres, beaucoup de jeunes musiciens qui viennent dans ce festival. On a toujours eu cette volonté. Alors il y a déjà avec le département ce jeune orchestre européen Hector Berlioz où des jeunes viennent de toute l'Europe véritablement pour travailler sur instruments de l'époque de Berlioz. Hein, c'est pas le même son de jouer sur ces instruments-là. Cette année, c'est Stéphanie-Marie Degan qui dirige. Et là aussi, tout comme on a beaucoup de jeunes, on a aussi beaucoup le souci des femmes et d'être paritaire autant que possible, notamment avec les femmes chefs d'orchestre. Hein, aujourd'hui, c'est un véritable enjeu. Et on a beaucoup de soirées qui sont dirigées par des femmes. Et puis, dans les grands classiques du festival, c'est la fête populaire. La grande fête populaire. Voilà, ça c'est quelque chose qui, lorsque j'ai
proposé ça, au début, les gens étaient surpris, se disaient mais comment ça va marcher avec un festival de musique classique, de convoquer aussi les associations de la ruralité, notamment nos amis des Georges Antonin, qui ont tous les métiers d'antan, les métiers de l'époque de Berlioz, qui savent comment faire un mur en pisé, qui savent comment on mangeait, comment on cuisinait, comment on buvait, comment on fabriquait les outils à l'époque. Et en fait, ce mariage a lieu très très bien. Cette année, ce sera sur le golfe de Faraman, cette base de loisirs qui appartient à cette communauté de communes de la Bièvre. Et on est très heureux, on avait besoin d'un grand espace. Parce que là encore, un peu dans ce souci d'être berliozien, on voulait faire quelque chose de nouveau, quelque chose à la fois d'inouï et d'inédit. Et c'est un spectacle avec des drones, des centaines de drones et des feux d'artifice. C'est une spécificité de Groupe F qui ont fait des événements que vous avez pu voir à Paris, à Abu Dhabi, en Chine, à Pékin. Et à la Côte-Saint-André bientôt. Et bientôt, dans quelques jours ici. Et ça, on en est très heureux. C'est la première fois qu'ils vont travailler aussi sur de la musique classique, puisque ce sera autour du Requiem de Berlioz. Ça sera très impressionnant. Et ce sera le 23 août à Faraman. Et puis une soirée impressionnante aussi, c'est la Symphonie Fantastique revisitée. La Symphonie Fantastique revisitée, on avait fait il y a 10 ans, sous la halle de la Côte-Saint-André, un concert avec cette symphonie fantastique. J'avais demandé à un collectif, puisque les musiciens classiques aussi évoluent dans leur pratique. Et donc, c'est un collectif qui est dirigé par Maxime Pascal, qui travaille avec de la musique sonorisée. Et je leur avais dit, tiens, si Berlioz devait écrire la symphonie fantastique aujourd'hui, est-ce qu'il mettrait 14, 15, 30 violons ou est-ce qu'il utiliserait la sonorisation? Et faites-nous une proposition qui soit à la fois la symphonie fantastique et à la fois quelque chose d'actualisé. Et donc, ils l'ont fait. C'était il y a 10 ans, c'était formidable. Et on a décidé de faire la suite, parce qu'il y a une suite à la symphonie fantastique. Berlioz avait inventé ça aussi, la musique à épisodes. Et ça s'appelle L'Élio ou le retour à la vie. Et c'est ce que nous proposons cette année. Et après, on va aller plus loin encore, puisqu'on aura Matteo de Chinese-Man, qui est un groupe qui est autour de l'électro, du hip-hop, qui continuera. Ils ont mixé la symphonie fantastique, et j'avais découvert ça avec intérêt, avec joie, et je me suis dit, tiens, puisque eux s'intéressent à nos musiques, à nos pratiques, donnons-leur aussi une place au festival, et donc ça va être une soirée très très jeune pour le coup, et on est très content d'embrasser tous ces publics. Il y a également bien d'autres soirées, des Roméo et Juliette, mais on ne peut pas parler de tout parce qu'il y a plein de choses. Il y a aussi des rendez-vous gratuits, des concerts dans des plus petites formes, bien sous sûr. les halles, plein de choses, des conférences. Voilà. Mais nous, on a encore un petit bout de chemin à faire. Merci beaucoup. Je vous laisse, on va aller faire un petit tour au musée Berlioz pour voir la nouvelle exposition temporaire vinyle. Vous l'avez vue déjà? Bien sûr, j'ai même participé à la préparer. C'est Antoine Troncy, principalement, avec l'équipe du musée. Et c'est lié à un achat absolument extraordinaire, puisque un collectionneur aux États-Unis vendait une collection de près de 1000 vinyles de Berlioz, de la symphonie fantastique uniquement de Berlioz. Et ça dit au Côtois ici combien l'enfant du pays a fait son chemin. Merci beaucoup, Merci à vous. Bruno Messina. Merci. Et très bon festival. Merci beaucoup. Aujourd'hui, la musique se transporte sur des clés USB, des CD ou dans votre téléphone portable. Et certains d'entre nous s'en souviennent sur des cassettes, voire des cassettes de titres qu'on mettait dans nos Walkman. Mais c'est par le vinyle, qui a d'ailleurs toujours ses fans, que tout a commencé. Créée en décembre 1830, la symphonie fantastique d'Hector Berlioz doit attendre 1924 pour bénéficier d'un premier enregistrement intégral, jusqu'à devenir l'œuvre la plus célèbre et la plus enregistrée du maestro. Le disque devenu véritable objet de marketing, les maisons de disques vont multiplier les packagings attrayants, illustrant les pochettes de création graphique, photos ou reproductions d'œuvres renommées. Les 350 pochettes présentées dans cette exposition, éditée dans le monde entier, sont présentées dans 3 salles. Des pochettes très classiques, certaines mettant en avant Berlioz, d'autres plus baroques, art déco ou fantasmagoriques. Un parcours vers ce que le chef d'orchestre Leonard Bernstein qualifiait de première symphonie psychédélique de l'histoire de la musique. Le musée
Berlioz, c'est aussi un jardin où des carrés de buis abritent différentes espèces rustiques. De l'encolie des Alpes à l'hortensia à panicule, la sauge, la pivoine, la vigne vierge, le chèvrefeuille ou encore la rose Berlioz, une fleur créée en 1997 par 4 pépiniéristes de renom pour honorer la mémoire du compositeur romantique, bien avant donc que Pierre de Ronsard n'écrive « Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait disclose sa robe de pourpre au soleil ». Le musée Berlioz n'est pas le seul des 11 musées départementaux à pouvoir se targuer de posséder un jardin ou un parc remarquable. Ils sont 7 qui bénéficient même pour certains d'une protection au titre des monuments historiques. C'est le cas des jardins de l'ancien couvent Sainte-Marie d'en Haut au musée dauphinois, de la maison Champollion, de la cour d'honneur et du parc du domaine de Visil, qui figurent également comme le jardin du musée Hébert sur la liste des jardins remarquables. Tout l'été, des animations sont proposées pour découvrir ces havres de tranquillité, de beauté et de fraîcheur. Toutes les infos sont à retrouver sur